Le rôle des médias dans la vie démocratique. Satisfaire le droit à l'information. Mais à condition de préciser ce qu'est le droit à l'information. C'est le droit d'informer, ce qui suppose le pluralisme, et le droit d'être informé. Et le droit d'informer ne doit pas être limité aux professionnels de la profession. Ça doit être un droit qui est un droit socialement partagé le plus largement possible. Il existe les outils pour cela, mais il n'y a pas toujours les moyens. Ça suppose, ce droit à l'information, qu'il n'y ait aucune zone de non-droit à l'information. Or, il existe, même dans un pays réputé démocratique comme la France, des zones de non-droit à l'information qui sont tout à fait considérables. Je n'en citerai qu'un parce qu'il est très important. C'est le non-droit à l'information sur ce qui se passe dans les entreprises. Puisque c'est laissé à la discrétion des patrons, qui accorde ou qui n'accorde pas aux journalistes le droit d'enquêter sur les lieux de travail. Or, quand les gens ont un travail, ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous savez, ils passent quand même dans l'entreprise une partie non négligeable de leur existence. Parce que je voulais savoir de ce que sont les conditions sociales d'existence de la majorité de la population si vous n'avez pas le droit d'informer sans restriction sur les lieux de travail. Voilà déjà une première chose. Une deuxième chose, c'est la suivante. C'est que l'information doit être pluraliste. Il faut s'entendre sur ce que ça veut dire. Ça veut dire diversité de l'information et pluralité des opinions. Or, le compte n'y est pas. Il y a une tendance à l'homogénéisation de l'information sous toute une série d'effets qu'on peut discuter après. Et puis, la pluralité des opinions, même dans un pays comme la France, qui n'est pas la dictature de la Corée du Nord. Voilà. Une fois qu'on a expédié la question, on peut commencer à discuter. La pluralité des opinions n'est pas là. Et là encore, il faudrait distinguer. Si on parle de la pluralité des opinions, il faut distinguer le pluralisme partisan, c'est-à-dire l'accès des différentes formations politiques à la diffusion de leurs opinions dans les grands médias, et le pluralisme éditorial, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire le pluralisme de ce que nous appelons, nous, l'éditocratie, c'est-à-dire ceux qui sont les professionnels du commentaire, même pas des professionnels de l'information. Voilà, donc oui, le droit à l'information, le droit d'informer, d'être informé, le droit de diffuser, le pouvoir de diffuser une pluralité d'opinions sont nécessaires à la vie démocratique. Il existe en France une concentration des médias absolument extraordinaire, qui sont des médias financiarisés, privés, financiarisés, et dont la mesure, c'est l'audience, et l'audience commerciale. Or, si vous avez en face de ça une télévision publique et une radio publique sous-financées, qui se battent sur le même terrain et avec les mêmes armes que les médias privés, avec moins de moyens désormais que la plupart des médias privés, il est quasiment inévitable, quelles que soient les bonnes intentions des uns et des autres, qu'elles produisent à peu près une denrée d'aussi mauvaise qualité. Mais c'est un processus qui est un processus dont la logique, pour dire les choses très simplement, c'est que la contre-révolution libérale qui touche absolument tous les secteurs de la vie économique et sociale touche évidemment le secteur des médias. Et que par conséquent, l'affaiblissement du secteur public, le soutien dérisoire accordé aux médias associatifs ou aux médias indépendants, on en reparlera peut-être, a abouti à la chose suivante, c'est que ce sont des médias, la concentration des médias n'a cessé de s'accélérer. Il y a une erreur qu'il ne faut pas commettre, parce qu'elle brouille un peu le regard. C'est de penser que la concentration est par elle-même l'ennemi du pluralisme. Non. La concentration est l'ennemi du pluralisme quand c'est une concentration privée. C'est très important de dire ça. Très très important. Ce qui est le plus grave, c'est la concentration dans la mesure où son moteur, c'est la financiarisation des médias. Et son passage, évidemment, ça c'est le cas particulier de la France, hein, pas totalement particulier, mais particulièrement prégnant en France, quand la quasi-totalité des propriétaires des grands médias sont des propriétaires qui sont des acteurs de premier plan dans la vie économique et industrielle du pays. Un service public de l'information et de la culture ne peut pas exister s'il n'existe pas des organismes de régulation appropriés. Nous avons en France un organisme qui est un véritable
une véritable caricature, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est un conseil fantoche et croupion. Il est fantoche parce qu'en réalité, il émane du pouvoir politique, et il est croupion parce qu'il couvre l'audiovisuel, et il ne se désintéresse absolument du reste sur lequel il n'a aucun pouvoir d'arbitrage, de régulation, etc. C'est surtout son caractère fantoche qui pose problème. Ce dont on a besoin, c'est d'un organisme démocratique, qui d'ailleurs pourrait être constitutionnalisé, et dans ce cas-là, l'expression d'un quatrième pouvoir aurait un sens. Ce serait un quatrième pouvoir constitutionnel, et qui comprendrait des représentants des journalistes et des salariés des médias, parce qu'on dit toujours les journalistes, mais enfin des médias, c'est pas uniquement les journalistes, hein, des journalistes et salariés des médias, des représentants des différentes forces politiques existantes dans le pays, mais à la proportionnelle intégrale, et enfin des représentants des publics. On peut même rêver, mais ça c'est pour une utopie libertaire dans quelques décennies, on pourrait même rêver qu'il y ait des élections sur des programmes de transformation des médias, indépendants même des forces politiques, et qui feraient que les publics, les usagers des médias seraient ainsi associés à la régulation du monde médiatique.